Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un énorme plaisir de vous retrouver pour la Ligue des Champions. Et on connaît les deux qualifiés de la Ligue des pour les quarts de finale, c'est le Benfica et Chelsea. Et franchement, aujourd'hui, les deux équipes qui sont qualifiées nous ont prouvé que le football se joue à 11 et qu'il faut toujours miser sur tous les aspects du jeu pour pouvoir gagner. On va pas trop rester sur le Benfica parce que nous, on va plus rester sur le match de Chelsea. Mais le Benfica qui, sur le score cumulé, passe un méchant 7-1 au club de Bruges. Pour moi, le Benfica et le Napoli, c'est les meilleures équipes européennes de cette Ligue des Champions qui sont actuellement en course pour le titre. Et pour moi, les deux méritent d'arriver le plus loin possible. Déjà, le Benfica, depuis quelques années, ils font quand même deux parcours assez honorables en Ligue des Champions. L'année dernière, ils font quart de finale face à Liverpool. Un match retour 3-3, triplé de Darwin Nunez à Anfield. Donc pour moi, quand même, le Benfica est sur une bonne lancée. Donc sur ce, j'espère que le Benfica ne va pas nous décevoir, car leur système, le système de Schmidt, est vraiment bien conçu. Une défense assez solide avec Otamendi en tête d'affiche, un milieu de terrain un milieu de terrain mélangeant expérience et jeunesse, et un trio d'attaque qu'on peut l'appeler trio quatuor comme vous voulez, parce qu'ils ont énormément d'armes. Je parle de David Neres, je parle de Rafa Silva qui marque un super but. Le premier but est exceptionnel, le deuxième but de Gonçalo Ramos qui pour moi est en train de devenir un attaquant qui est en train d'attirer vraiment le spotlight sur lui ces derniers temps suite à la Coupe du Monde, et encore il enchaîne avec des buts. C'est le pistolero, il reprend le titre de Luis Suarez en devenant le pistolero européen. Donc franchement, c'est un plaisir de voir le Benfica jouer. Mais maintenant, passons vraiment au match auquel on va prêter une attention particulière. Chelsea contre Dortmund. On va plus rester sur ce match parce que nous, sur cette chaîne, on analyse beaucoup la Première Ligue, on analyse beaucoup Chelsea. Donc, il faut vraiment rester dans le global. Donc, je vais vous montrer les dispositifs déjà de base. Et là, on peut voir sur l'image que Chelsea est venu avec une équipe vraiment offensive, quand on va me dire oui, c'est un 3-4-3 de base. Non, c'est pas juste un 3-4-3 de base. Parce qu'aujourd'hui, Chelsea a littéralement joué en 2-4-4. 2-4-4, pourquoi? Parce que Cucurella n'est pas un défenseur central. Cucurella n'a jamais joué défense centrale de toute sa vie. Cucurella, ça a été un ailier au Getafe. À Brighton, il a pu jouer piston droit sur piston gauche sur le côté gauche. Et aujourd'hui, à Chelsea, parfois, il joue latéral gauche et piston gauche. Si aujourd'hui, on met Cucurella, c'est pour seconder Chilwell qui, lui, va jouer un petit peu plus haut parce que Chilwell a cette capacité de centrer et apporter des centres plus aboutis que ceux que peut lancer Cucurella. Donc, franchement, aujourd'hui, Chelsea a misé tout sur l'attaque. Et comme je vous l'avais dit par rapport au match qu'ils ont gagné dimanche, ils ont misé beaucoup sur le jeu de tête des défenseurs. On a pu voir en début de match que Koulibaly a raté plusieurs actions, les longues touches de Chilwell pour trouver les défenseurs qui montent sur les phases de coup de pied arrêtés, les phases arrêtées. On peut voir que Chelsea avait vraiment une tactique, c'est d'étouffer le plus que possible Dortmund. Dortmund qui aujourd'hui vient avec une formation assez spéciale. Déjà qu'on va regarder la formation, ils ont un 4-1-4-1. Il n'y a pas de problème avec ce système. Mais au fait, le vrai système de Dortmund, c'est un 3 défenseurs. Le Dortmund joue à 3 défenseurs. Là, aujourd'hui, le 4-1-4-1, c'est 4-1-4-1 logiquement sur le papier. Mais regardez le positionnement dans le match de Soule et Schlotterberg. Au fait, ils jouaient à 5-4-1. Il jouait en 5-4-1 et parfois sur les phases offensives où il voulait peut-être essayer de trouver rapidement les côtés, il passait en 3-4-2-1. 3-4-2-1 avec un Sébastien Haller en target man, ce qu'on appelle un pivot. Et on va essayer de trouver Reina qui est monté à la place de Brent qui sort sur blessure dès la 5e minute de jeu, et Marco Reus, un Bellingham qui va un petit peu prendre le côté pour essayer d'apporter ce côté dynamique et en rentrant un faux profil de faux ailier en pouvant jouer face au jeu. Donc ça apporte une certaine dynamique quand ils attaquent. Maintenant, je pense que Dortmund a fait une erreur. Avec ce dispositif-là, ils sont venus pour gérer. Ils ne sont pas venus pour gagner. Ils sont venus pensant que Chelsea allait se jeter et qu'ils allaient pouvoir rapidement marquer un but. Ce que je veux dire là, quand tu joues en 3-4-2-1, tu as la capacité d'avoir deux faux 9, c'est-à-dire deux numéros 10 en appui de ton attaquant. Tu n'as pas deux ailiers, tu as deux 10. Deux 10 et les 10, les numéros 10, ne sont pas les buteurs purs, ne sont pas des purs finisseurs, mais ils peuvent quand même apporter quelque chose dans la surface de réparation. À la présence de Brandt
et Marco Reus. Maintenant, Chelsea, il y avait un très bon repli défensif. Car, comme je vous l'ai dit, Cucurella n'est pas un défenseur central. Et dans les phases défensives, là, pour compenser le manque défensif que peut apporter Cucurella, c'est Mateo Kovacic qui redescendait presque au niveau de la défense centrale pour compléter cette défense à 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lecture tactique de Chelsea a été parfaite. Enzo Fernandez qui est arrivé à maîtriser le milieu de terrain parce que aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, sur les phases offensives, Bellingham était vraiment exilé sur le côté. Ce qui amène à Enzo Fernandez de se retrouver face à face avec le joueur turc Ozcan. Donc, en 1-1, Enzo Fernandez, on le connaît, il est technique, il va te manger. Et ensuite, l'apport que t'apporte un Joao Félix dans un match comme ça, on a eu le Joao Félix que Cholo Simeone va adorer. C'est-à-dire le Joao Félix qui va au pressing. Jusque sur la ligne de but. Il va jusqu'au bout. Et le pressing, il défend, il apporte, à la différence d'un Kai Havertz qui lui fait que marcher et se plaindre quand la balle n'arrive pas. Un Joao Félix aujourd'hui qui fait énormément de replis défensifs, ce qui permet à Sterling de rester devant vraiment pour dynamiter l'attaque et à Kai Havertz en soutien. Donc vraiment aujourd'hui, comme je vous dis, le repli défensif de Chelsea a été parfaitement organisé. Quand Kovacic descendait à la défense centrale, le milieu de terrain était composé de Enzo Fernandez et de Joao Félix. Joao Félix qui descendait et connaissant la palette technique que ces deux joueurs possèdent, je peux vous dire une chose, c'était très compliqué pour le milieu de terrain de gérer. Parce que Ozgan, quand Bellingham monte surtout sur les phases offensives, Ozgan se retrouve un petit peu isolé entre tous ces milieux de terrain-là. Certes, il y a l'ailier Wolf qui parfois rentre, qui joue qui joue latéral rentrant, latéral inversé comme un petit peu à la Kamavinga. Il essaie d'apporter au milieu de terrain, mais ça a été un gros problème. Parce que quand il le fait, Chilwell a eu assez d'espace pour exploiter. Et le premier but, voilà, c'est une passe de Chilwell. Sterling qui rate sa frappe sur le premier but et qui arrive à se redresser, dribbler, enchaîner. Franchement, un très beau but. Ça se voit qu'ils sont allés chercher. Parce que pour arriver au premier but, il faut pas oublier de souligner aussi le manque d'efficacité des joueurs de Chelsea. Havertz qui trouve le poteau, Havertz qui marque un but mais qui est hors jeu. Donc on sentait déjà que Chelsea, voilà, ils arrivaient à étouffer quand même Dortmund. Mais moi je vous dis, Dortmund, il y a eu une erreur de la part de l'entraîneur, c'est le fait de commencer le match avec Sébastien Haller. Non pas que on manque de respect à Sébastien Haller, mais Sébastien Haller c'est un attaquant de pivot, c'est un attaquant de fixation. Dans le match aller, il y a eu un attaquant qui a fait la différence, c'était Karim Adeyemi. En l'absence d'Adeyemi, il était indispensable que si tu viens pour jouer ce match, pour le gagner, tu devais commencer ce match avec Daniel Malen. Car les défenseurs de Chelsea, en la présence de Koulibaly et Fofana, ils arrivent facilement à maîtriser Sébastien Haller. À la différence que si tu mets un joueur comme Malen dans un système de 3-4-2-1 avec 2-10 pour lui fournir des ballons en profondeur, là, on allait voir la défense de Chelsea en souffrance. Malheureusement, l'entraîneur a eu la mauvaise idée de jouer presque plus de 70 minutes avec Haller sur le terrain. Quand Malen rentre, Chelsea mène déjà 2-0 et Chelsea ne fait qu'une seule chose, on défend et on va essayer de te prendre par contre-attaque. Et ils sont arrivés à marquer un troisième but qui est hors jeu, but de Gallagher sur une passe de Sterling. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu aujourd'hui une équipe de Chelsea vraiment bien disciplinée et une équipe de Chelsea que quand ils ont une certaine assurance au niveau du score, ils font rentrer le tracteur. Le tracteur qui lui a joué en Allemagne au Mönchengladbach. Je veux parler de Denis Zakaria. Et quand Zakaria rentre à la place de Enzo Fernandez, il y avait presque plus de technique, c'était vraiment du physique. Il arrivait à rentrer dans Ozgan, il rentrait dans Bellingham, il récupérait tous les ballons et il pouvait relancer facilement parce que Gallagher a plus ce profil de box-to-box que peut apporter un milieu de terrain. Donc, il peut se projeter. Et c'est pour ça qu'il a manqué ce troisième but qui a été refusé pour jeu. Donc, déjà là, on a pu parler tactique, on a pu faire ce qu'on aime sur la chaîne et franchement c'était un plaisir. Maintenant moi je vais revenir sur l'action du match pour moi, le deuxième penalty, le penalty de Havertz. Oui, le fait de retirer le penalty c'est normal et je suis d'accord avec parce que les joueurs ont envahi la surface de réparation et on sait tous que les joueurs n'ont pas le droit d'attaquer la surface pas avant que le ballon soit en mouvement. Maintenant, deux choses. Le gardien de Dortmund. Moi, entraîneur des gardiens, lui il joue plus. Je suis désolé. Déjà en l'absence de Kobel, je ne sais pas pourquoi Kobel ne joue pas. Je pense qu'il est suspendu ou quoi que ce soit. Peut-être. En l'absence de Kobel,
C'est lui qui joue. Je me rappelle même pas de son nom. Je vais juste vous mettre le dispositif. Meilleur. Meilleur qui est pour beaucoup, parce que nous, voilà, dans le cercle de football, on entend parler de meilleur. Et meilleur est supposé être le numéro 3 de la sélection. Ah bon, en l'absence de Neuer, bien sûr, il y avait Neuer, il était le numéro 4, mais en l'absence de Neuer, il passe numéro 3 parce que c'est Ter Stegen, Kevin Trapp et Meyer. Un gardien, tu n'as pas le droit, je vais vous montrer les images, tu n'as pas le droit de refaire la même erreur sur le penalty. Parce que le penalty, c'est lui qui le donne à Chelsea. Je suis désolé. Déjà, Havertz, dans sa course, est hésitant sur le premier penalty et sur le deuxième. Havertz tire du même côté. Havertz n'a jamais tiré un penalty droit. Il a toujours croisé. Déjà, moi, quand je vois qui va tirer le penalty, j'ai dit à gauche. C'est parce que je sais qu'il va tirer à gauche du gardien. Il va la croiser. C'est comme ça Havertz tire tous ses penalties. Ok? Il a tiré la première fois, ça a été sur le poteau. On lui donne la possibilité de retirer. De retirer. Il retire de la même manière. Mais c'est pas ça qui me dérange. C'est le positionnement du gardien sur la tir au but. Avant même que le ballon soit en mouvement, le gardien te donne déjà le côté où il va plonger. Moi, je sais qu'il est jeune et je sais qu'on prend de l'expérience avec le temps, etc. Mais tu n'as pas le droit de faire certaines erreurs à certains niveaux. Parce que là, tu donnes littéralement au joueur la possibilité de marquer le but en lui offrant le but sur un plateau en or. Quand tu bouges avant même que le ballon soit en mouvement. Et j'ai essayé de faire plusieurs screenshots, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de faire plusieurs screenshots en essayant de vous montrer le moment où Havertz va tirer et lui, il est déjà penché sur le côté droit. Il penche déjà à droite. Il penche déjà à droite. Havertz, avant même de tirer, et quand il lève le pied, il hésite. Et c'est à ce moment-là que meilleur jeune gardien qu'il est, il fait toujours la même erreur. Il bouge sur le côté droit. Il se penche. Il se penche. Et en faisant ça, tu offres le but à l'attaquant. Un attaquant sain d'esprit va savoir prendre son temps pour tirer un penalty. Dans les penalty, il y a différentes manières. Soit tu es confiant, comme les Croates, tu sais où tu vas tirer bien avant et ça, tu y vas direct. Soit tu es un profil à la Bruno Fernandes, Neymar, Jorginho, Cristiano, des spécialistes qui, eux, savent où ils vont tirer et ils ont une manière bien précise de tirer. Mais là, tu n'as pas en face de toi un spécialiste des tirs au but. Kai Havertz, il en tire des penalties une fois tous les 10 matchs. Donc, Kai Havertz, au fait, oui, il peut s'entraîner, mais c'est pas la même chose en conditions réelles de match. Tu peux t'entraîner sur les tirs au but, mais si dans les conditions réelles de phase de jeu, c'est pas aussi simple. La pression est différente. Donc, aujourd'hui, le penalty, pour moi, ça a été un cadeau du gardien. Est-ce qu'il y a penalty? Oui, il y a penalty. La main de Wolf est complètement décollée. Est-ce volontaire? Non, c'est pas volontaire. Mais la main est décollée. Chilwell a bien joué le coup. Penalty, rien à dire. Mais moi, je dis que un gardien, déjà premier but, j'ai dit ok. Quand il a raté, j'ai dit ok, ça peut arriver, etc. On va retirer. Il a retiré. Il m'a fait la même chose. Il m'a fait la même erreur. Et franchement, quand on regarde ce genre de prestations-là, on peut pas dire que Chelsea, on peut pas dire que Dortmund joue mal. Parce que, au fait, Dortmund, je pense que si Chelsea n'avait pas eu la victoire dans cette fin de semaine et qu'ils n'étaient pas 100% moralement, on va dire, un petit peu sur une bonne lancée, qu'ils avaient trouvé un système qui fonctionne, je pense que Dortmund, avec ce système-là, aurait pu gêner Chelsea et gérer un vieux 0-0 pour passer. Maintenant, je pense que les équipes doivent arrêter avec ce système de je joue un match sur deux. C'est comme ça que le Real a remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Les équipes, dès qu'ils savaient qu'ils étaient qualifiés face au Real, au match aller, au match retour, ils venaient juste faire le strict minimum. Non, non, même City, dans le match retour face au Real Madrid l'année dernière, City, c'est le Real qui jouait en fait. C'est le Real qui jouait. C'est le manque de finition de Vinicius à l'année dernière qui a coûté, je pense, au début de deuxième période. L'action est dynamique, c'est dynamique, ça va vite et Vinicius rate de peu. Et ce que je veux dire par là, c'est que City, ils arrivent à faire marquer un but presque au milieu de la deuxième période et le Real a passé 3 buts en 6 minutes. Quoi. Donc ce que je veux dire par là, les équipes, ils doivent arrêter. Si tu joues à fond. Tu vois, vous voyez demain,
Vous voyez demain, PSG Bayern, pour moi le PSG va passer. Pourquoi? Parce que le PSG, ils vont tout jouer. Ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Et le Bayern, ils n'ont pas l'habitude de venir jouer des moitiés de match. Eux, quand ils jouent, ils viennent jouer. Et c'est pour ça que je vous dis que, je vous avais dit ce week-end, on espère que les équipes seront au rendez-vous et pourront nous donner un spectacle pour qu'on puisse s'en délecter pour les prochaines semaines. Mais voilà, on va avoir un match où deux équipes vont jouer à 100%. Et ça va être beau. Parce que les deux équipes, le PSG, ils doivent marquer 2 buts pour se qualifier. Et le Bayern, ils vont tout faire pour essayer de marquer un but afin de pousser le PSG dans ses retranchements, libérer des espaces. Et c'est là que ça va partir en cacahuète. Parce que là, oui, le Bayern a l'avantage. Mais on parle quand même du PSG. Et on parle du PSG qui a dans son sein le meilleur buteur de tous les temps du club, Kylian Mbappé, à 201 buts. En tout cas, on l'attend. Demain, on verra ce que les deux équipes vont nous proposer. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.